Chapitre 14. La fête de l'hiver. La fête de l'hiver est la célébration de la période la plus sombre de l'année, autant que du retour de la lumière. Les 3 premiers jours, on rend hommage à l'obscurité. Les récits et les spectacles de marionnettes présentés parlent de repos et d'heureux dénouements. On mange du poisson en saumure, de la viande fumée, des tubercules ramassés dans l'année et des fruits de l'été précédent. Puis, à mi-fête, se tient une chasse. On répand du sang frais pour marquer le tournant de l'année, et l'on apporte de la viande fraîche à table, que l'on consomme avec du grain récolté 6 mois plus tôt. Les 3 jours suivants ont les yeux fixés sur l'été à venir. On garnit les métiers à tisser de fils de couleur gaie. Les tisserands accaparent une extrémité de la grande salle et chacun s'efforce de créer le tissu le plus léger et les motifs les plus lumineux. À ce moment-là, les contes parlent de naissance et de l'origine des choses. Cet après-midi-là, je voulus voir le roi. Malgré tout ce qui s'était passé, je n'avais pas oublié la promesse que je m'étais faite. Mais Murfès m'interdit le passage en affirmant que le roi subtil ne se sentait pas bien et ne recevait personne. J'eus envie de tambouriner à coups de poing à la porte, de hurler pour que le fou oblige Murfès à me laisser entrer, mais je me retins. Je n'étais plus aussi certain qu'autrefois de l'amitié du fou. Nous n'avions eu aucun contact depuis la chanson moqueuse qu'il m'avait infligée. Cependant, penser à lui me remit ces paroles en mémoire, et, revenu dans ma chambre, je feuilletai à nouveau les manuscrits de vérité. Au bout d'un moment, je sentis l'assoupissement me gagner. Même diluée, la dose de valériane dans mon thé restait forte et la léthargie m'envahissait. Je repoussai les rouleaux qui ne m'avaient rien appris de neuf et réfléchis à d'autres possibilités. Peut-être l'annonce publique, lors de la fête de l'hiver, que l'on rechercherait des artiseurs, quel que soit leur âge. Cela mettrait-il en danger ceux qui répondraient? Je repensais aux cibles évidentes d'un tel appel, ceux qui avaient été formés en même temps que moi. Aucun n'éprouvait d'affection pour moi, ce qui ne les empêchait sans doute pas d'être fidèles à vérité. Loyauté, peut-être gâtée par l'attitude de Galène. Mais cela ne pouvait-il être corrigé? D'entrée, j'écartai Auguste. Sa dernière expérience d'artiseur à Jampe avait anéanti toutes ses capacités, et il s'était discrètement retiré dans une bourgade au bord de l'Avin, vieilli avant l'âge, disait-on. Mais il n'était pas seul. Nous étions 8 à avoir survécu à la formation, et 7 à être revenus de l'examen final. Moi, j'avais échoué, et l'art d'Auguste avait été pulvérisé. Cela laissait 5 artiseurs. Un bien maigre clan. Tous me haïssaient-ils autant que Sereine? Elle me rendait responsable de la mort de Galène, et n'en faisait pas mystère. Les autres étaient-ils aussi bien informés de ce qui s'était passé? J'essayais de me souvenir d'eux. Justin, très imbu de lui-même, et trop fier de son talent d'artiseur. Carode, un garçon autrefois aimable et un peu mou. Les rares fois où je l'avais revu depuis qu'il était devenu membre du clan, je lui avais trouvé un regard quasiment vide, comme si rien ne subsistait de ce qu'il avait été. La musculature puissante de Ronce s'était transformée en graisse depuis qu'il avait quitté son métier de charpentier pour artiser. Quant à Guillot, il n'avait jamais été remarquable, et l'art n'y avait rien changé. Néanmoins, tous avaient la capacité démontrée d'artiser. Vérité ne pouvait-il reprendre leur formation? Peut-être, mais quand? Où trouverait-il le temps de mener à bien pareille entreprise? Quelqu'un vient. Je m'éveillai. J'étais à plat ventre dans mon lit, au milieu des manuscrits éparpillés. Je m'étais assoupi sans m'en rendre compte. Il était rare que je dorme aussi profondément. Si Œil de Nuit n'avait pas monté la garde sur moi, par le biais de mes propres sens, j'aurais été complètement pris au dépourvu. Je vis la porte de ma chambre s'ouvrir doucement. Le feu était bas. Il n'y avait guère d'autre lumière dans la pièce. N'ayant pas prévu de dormir, je n'avais pas verrouillé la porte. Je restai immobile en me demandant qui entrait chez moi aussi discrètement dans l'espoir de me surprendre. À moins qu'on pensât trouver ma chambre vide, qu'on en eût après les manuscrits par exemple. Je glissai la main jusqu'à mon poignard et bandai mes muscles, prêt à bondir. Une silhouette passa la porte et la referma sans bruit. Je tirai mon poignard hors de son fourreau. C'est ta femelle. Quelque part, Œil de Nuit bâilla, puis s'étira en agitant paresseusement la queue. Involontairement, je repris mon souffle.
Molly. J'en eus confirmation en sentant à son doux parfum, et soudain, j'éprouvai un regain stupéfiant de vitalité. Je demeurai sans bouger, les yeux clos, et la laissai approcher de mon lit. J'entendis une exclamation étouffée de désapprobation suivie du bruissement des manuscrits qu'elle rassemblait, puis déposait sur la table. D'un geste hésitant, elle me toucha la joue. Le nouveau? Je ne pus résister à la tentation de feindre le sommeil. Elle s'assit à côté de moi, et le lit s'enfonça doucement sous le poids de son corps tiède. Elle se pencha et posa ses lèvres sur les miennes. Je l'enlaçai aussitôt et la serrai contre moi, émerveillé. La veille encore, on me touchait rarement. Une claque amicale sur les épaules, la bousculade de la foule, ou, trop souvent ces derniers temps, la constriction de 2 mains sur mon cou. À cela s'arrêtaient mes contacts intimes. Et soudain, la nuit précédente et aujourd'hui ceci. Elle termina de m'embrasser, puis s'étendit à mes côtés en se nichant doucement contre moi. J'inspirai longuement son parfum sans bouger, tout au plaisir de savourer le contact et la chaleur de son corps. La sensation m'évoquait une bulle de savon dans la brise. Je n'osais même pas respirer de peur de la faire éclater. Bien, fit Œil de Nuit. Moins de solitude. Ça ressemble davantage à la meute. Je me raidis et m'écartai légèrement de Molly. Le nouveau? Qu'est-ce qu'il y a? À moi. C'est à moi. Ce n'est pas partagé avec toi, tu comprends? Égoïste. Ce n'est pas comme la viande. Ça ne se partage pas plus ou moins. Un instant, Molly. J'ai une crampe dans un muscle. Lequel? Sourire paillard. Non, ce n'est pas comme la viande. La viande, je la partagerai toujours avec toi. La brie aussi. Et je viendrai toujours me battre à tes côtés, si tu as besoin de moi. Toujours je te laisserai participer à la chasse, et toujours je t'aiderai à chasser. Mais ça, avec ma femelle, ça doit rester à moi seul. Œil de Nuit grogna, puis se gratta une puce. Tu es tout le temps en train de désigner des limites qui n'existent pas. La viande, la chasse, la défense du territoire et les femelles. Tout ça, ça fait partie de la meute. Quand elle aura des petits, est-ce que je ne chasserai pas pour les nourrir? Est-ce que je ne les protégerai pas? Œil de Nuit. Je ne peux pas t'expliquer maintenant. J'aurais dû t'en parler plus tôt. Pour le moment, veux-tu bien te retirer? Je te promets d'en discuter avec toi plus tard. J'attendis. Rien. Plus aucune impression de lui. Un de moins dans la partie. Le nouveau, ça va? Ça va. J'ai seulement besoin d'un petit moment. Je crois n'avoir jamais rien fait d'aussi dur. Molly était à côté de moi, soudain hésitante, sur le point de s'écarter de moi. Mais il me fallait retrouver mes frontières, placer mon esprit au centre de moi-même et des limites à mes pensées. J'inspirais et expirais régulièrement. Un harnais qu'on ajuste, telle était l'image que l'exercice m'évoquait, et sur laquelle je m'appuyais toujours. Pas trop lâche pour ne pas glisser, pas trop serré pour ne pas contraindre. Je me confinais à mon propre corps afin de ne pas réveiller Vérité en sursaut. J'ai entendu des rumeurs, fit Molly avant de s'interrompre. Excuse-moi, je n'aurais pas dû venir. J'ai cru que tu aurais peut-être envie de... Mais peut-être as-tu besoin de rester seule? Non, Molly, je t'en prie. Molly, reviens, reviens! Et je me jetai en travers du lit pour attraper de justesse l'ourlet de sa jupe à l'instant où elle se levait. Elle se retourna vers moi, toujours en proie à la certitude. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Toujours. Une ombre de sourire erra sur ses lèvres, et elle se rassit au bord du lit. Tu avais l'air si distant. C'est vrai. J'ai parfois besoin de m'éclaircir l'esprit. Je me tus, ne sachant ce que je pouvais lui révéler encore sans mentir. J'étais résolu à en finir avec les faux-semblants. Je lui pris la main. Ah, dit-elle au bout d'un moment. Comme je ne lui fournissais pas l'explication qu'elle espérait, il y eut un silence embarrassé. Enfin, elle demanda d'un ton circonspect. Tu vas bien? Très bien. Je n'ai pas pu voir le roi aujourd'hui. J'ai essayé, mais il ne se sentait pas bien, et... Tu as des bleus sur le visage, et des éraflures. J'ai entendu des rumeurs. J'inspirais sans bruit. Des rumeurs? Vérité avait enjoint aux soldats de se taire. Bruche n'avait sûrement rien dit, ni l'âme. Mais les hommes ne peuvent s'empêcher de discuter de ce qu'ils ont vu ensemble,
Il ne faut pas être bien malin pour surprendre leur conversation. Ne joue pas au chat et à la souris avec moi. Si tu ne veux rien me révéler, dis-le. Le roi nous servant nous a demandé de ne pas en parler. Ce n'est pas la même chose. Molly réfléchit un instant. Sans doute. Et moi, je devrais moins prêter l'oreille au commérage. Je sais. Mais les rumeurs étaient si bizarres. Et puis, on a rapporté des cadavres au château pour les brûler. Il y avait une drôle de femme dans les cuisines, qui pleurait toutes les larmes de son corps en disant que des forgisés lui avaient tué sa petite fille. Alors quelqu'un a prétendu que tu t'étais battu contre eux, pour essayer de leur reprendre la petite. Et quelqu'un d'autre a soutenu que non, tu étais arrivé à l'instant où un ours les attaquait, ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas très clair. Après un troisième, tu les avais tous tués, et puis une personne qui avait aidé à brûler les corps a dit qu'au moins 2 d'entre eux avaient été déchiquetés par un animal. Elle se tut et me regarda. Je n'avais pas envie de repenser à tout cela. Je ne voulais pas mentir à Molly, ni lui avouer la vérité. Je ne pouvais l'avouer complètement à personne. Aussi la regardai-je au fond des yeux, en regrettant que tout ne soit pas plus simple pour nous deux. Fitzchevalerie ? Jamais je ne me ferais à l'entendre prononcer ce nom. Je soupirai. Le roi nous a demandé de ne pas en parler. Mais, en effet, un enfant s'est fait tuer par des forgisés. Et j'étais là. Mais je suis arrivé trop tard. Je n'ai jamais rien vu d'aussi affreux, ni d'aussi triste. Ah, pardon, je ne voulais pas être indiscrète. Mais c'est si dur d'être dans l'incertitude. Je sais. Je lui caressai les cheveux et elle posa la tête au creux de ma main. Un jour, je t'ai dit que je t'avais vu en rêve à Vasbay. Pendant tout le trajet, depuis le royaume des montagnes jusqu'à Castelcer, je me suis demandé si tu étais toujours vivante. Parfois, j'imaginais que la maison en flammes s'était effondrée sur la cave. D'autres fois que la femme à l'épée t'avait tué. Le regard de Molly ne s'y est pas. Quand la maison s'est écroulée, une énorme vague d'étincelles et de fumée a été projetée vers nous. Moi, je lui tournai le dos, mais la femme a été aveuglée. Je l'ai tuée avec la hache. Elle se mit soudain à trembler et murmura. Je n'ai jamais raconté ça à personne. À personne. Comment étais-tu au courant? J'en ai rêvé. Je la tirai doucement par la main et elle s'étendit sur le lit, près de moi. Je l'enlaçai et je sentis ses tremblements s'apaiser. Je fais des rêves qui montrent la réalité, parfois. Pas souvent, lui dis-je à mi-voix. Elle se recula légèrement et me dévisagea. Tu ne me mentirais pas là-dessus, le nouveau? Sa question me fit mal, mais je l'avais mérité. Non, ce n'est pas un mensonge, je te le jure. Et je te promets de ne jamais mentir. Ses doigts se posèrent sur mes lèvres. J'espère passer le reste de ma vie avec toi, dit-elle. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas toujours tenir. Son autre main s'approcha du laçage de ma chemise. Ce fut mon tour de me mettre à trembler. Je baisai ses doigts, puis sa bouche. Un moment, Molly se leva pour aller verrouiller et barrer ma porte. Je me rappelle avoir fait une fervente prière pour que cette nuit ne soit pas celle où Imbre rentrerait de voyage. Elle fut exaucée, et c'est moi qui voyageais loin cette nuit-là, dans un pays qui me devenait peu à peu familier, mais me paraissait toujours aussi miraculeux. Elle me quitta au cœur de la nuit, après m'avoir réveillé en exigeant que je ferme bien ma porte après son départ. Je voulus me rhabiller pour l'escorter jusqu'à sa chambre, mais elle refusa d'un air indigné. Elle était parfaitement capable de monter seule un escalier, et moins on nous verrait ensemble, mieux cela vaudrait. À contre-cœur, je me rendis à sa logique. La Valériane n'aurait su induire sommeil plus profond que celui dans lequel je sombrai ensuite. Je me réveillai dans un vacarme de tonnerre et de cris. Sans savoir comment, je me retrouvai debout, complètement ahuri. Au bout de quelques secondes, le tonnerre se transforma en coups frappés à ma porte et les cris en mon nom répétés par Buriche. Un instant m'écriai-je. J'avais mal partout. J'enfilai les premiers vêtements qui me tombèrent sous la main et me dirigeai d'un pas chancelant vers la porte. J'eus quelques difficultés à la déverrouiller. Qu'est-ce qu'il y a demandai-je ronchon. Buriche me regarda sans répondre. Il était vêtu pour la journée, rasé de frais, les cheveux et la barbe peignés, et il avait 2 haches dans les mains. Ah. À la tour de vérité. Dépêche-toi, nous sommes déjà en retard. Mais fais d'abord ta toilette. C'est quoi cette odeur? Des bougies parfumées, improvisai-je. On m'a dit qu'elles procuraient des rêves reposants. Il grogna.
Ce n'est pas le genre de rêve qu'un parfum pareil me procurerait. Ça pue le musc dans toute ta chambre, mon garçon. Bon, retrouve-moi à la tour. Il s'éloigna d'un pas vif dans le couloir. Je rentrais chez moi à demi assommé. Quand Burrich disait tôt, c'était tôt. J'aurais dû m'en souvenir. Je fis une toilette complète à l'eau froide. Non pour le plaisir, mais parce que je n'avais pas le temps d'en faire chauffer. Je dénichai des vêtements propres et je les enfilai quand les coups à ma porte reprirent. J'arrive tout de suite criai-je. Les coups ne cessèrent pas. Burrich était en colère. Eh bien, moi aussi. Il devait se douter que j'étais endolori ce matin tout de même. J'ouvris brutalement la porte pour lui faire part de mon sentiment, et le fou se faufila dans ma chambre telle une volute de fumée. Il portait une nouvelle livrée noire et blanche. Les manches de sa chemise étaient brodées de motifs végétaux, qui lui remontaient le long des bras comme du lierre. Au-dessus de son col noir, son visage était pâle comme la lune. La fête de l'hiver, songeai-je, l'esprit encore embrumé. Nous étions le premier jour de la fête. Je n'avais connu que 5 autres hivers aussi longs que celui de cette année. Mais ce soir, nous commencerions à célébrer la fin de la première moitié. Que veux-tu demandai-je sèchement, peu enclin à écouter ces niaiseries. Il aspira longuement d'un air appréciateur. Un peu de ce que tu as eu cette nuit, ce serait agréable, fit-il avant de reculer d'un pas dansant devant mon expression. J'étais dans une fureur noire. D'un bond léger, il atterrit au centre de mon lit défait, puis il descendit de l'autre côté. Je plongeai sur les couvertures pour l'attraper. Mais pas avec toi s'exclama-t-il, coquettement en agitant ses mains d'un geste féminin pour m'éloigner avant de battre en retraite. Je n'ai pas le temps de t'écouter, lui dis-je avec dégoût. Vérité m'attend, et je ne dois pas me mettre en retard. Je me relevai et rajoutai ma tenue. Sors de chez moi. Oh, quel ton! Je me rappelle une époque où le Fitz savait mieux prendre la plaisanterie. Il fit une pirouette au milieu de la pièce et se figea soudain. Tu es vraiment en colère contre moi me demanda-t-il avec une franchise brutale. Je restai bouche bée. Puis je réfléchis à sa question. Plus maintenant, répondis-je sur mes gardes. N'essayait-il pas de m'attirer à découvert? Mais tu m'as fait passer pour un bouffon, l'autre jour, devant tout le monde. Il secoua la tête. N'usurpe pas les titres des autres. Le seul bouffon ici, c'est moi. Et c'est tout ce que je suis, toujours. Surtout le jour dont tu parles, avec cette chanson, devant tous ces gens. Tu m'as fait douter de notre amitié, fis-je, sans embâge. Ah! Tant mieux! Car ne doute pas que d'autres doivent toujours douter de notre amitié, si nous voulons rester de redoutables amis. Je vois. Donc, tu cherchais à semer des rumeurs d'inimitié entre nous? Je comprends. Néanmoins, je dois quand même m'en aller. Adieu dans ce cas. Amuse-toi bien à jouer de la hache avec Burrich. Fais attention à ce que son enseignement ne t'assomme pas trop. Il plaça 2 bûches sur le feu qui baissait et s'installa ostensiblement devant la cheminée. Fou, dis-je embarrassé. Tu es mon ami. Je sais, mais je n'aime pas te laisser dans ma chambre pendant mon absence. Je n'aime pas non plus qu'on entre dans la mienne en mon absence, répliqua-t-il d'un air malicieux. Je rougis. C'était il y a longtemps, et je me suis excusé de ma curiosité. Je te jure que je n'ai jamais recommencé. Moi non plus. Je ne recommencerai pas, après aujourd'hui. Et à ton retour, je te présenterai mes excuses. Ça te convient? J'allais être en retard, et Burrich n'allait pas l'apprécier. Tant pis. Je m'assis au bord du lit défait que Molly et moi avions partagé. Tout d'un coup, je le ressentis comme un lieu privé, intime, et je m'efforçai de prendre l'air dégagé en tirant les courtes pointes sur le matelas de plumes. Pourquoi tiens-tu à rester chez moi? Tu es en danger? Je vis dans le danger, Fitsune. Toi aussi. Tout le monde. J'aimerais passer une partie de la journée chez toi pour essayer de trouver le moyen d'éviter ce danger. Ou du moins, de le réduire. D'un haussement d'épaule, il désigna le tas de parchemins. Vérité me les a confiés, dis-je, mal à l'aise. Parce qu'il a confiance en ton jugement, à l'évidence. Aussi, peut-être jugeras-tu sans risque de me les confier. C'est une chose de prêter ses propres affaires à un ami, c'en est une autre de lui remettre celle dont on a reçu la garde. Je ne doutais nullement de ma confiance dans le fou. Néanmoins, il serait peut-être plus avisé d'en parler d'abord à Vérité, dis-je. Moins j'aurai de rapport avec Vérité, mieux cela vaudra pour nous deux, répliqua brutalement le fou. Tu n'aimes pas Vérité? J'étais abasourdi. Je suis le fou du roi. Vérité et roi servant. Qu'il serve.
Quand il sera roi, je lui appartiendrai. S'il ne nous a pas tous menés à la mort avant. Je ne veux pas entendre parler contre le prince Vérité, fis-je à mi-voix. Non? Alors tu dois te promener avec les oreilles soigneusement bouchées ces temps-ci. J'allai à la porte et posai la main sur le verrou. Nous devons partir, fou. Je suis déjà en retard. Je maîtrisais ma voix. Sa raillerie sur Vérité m'avait touché autant que si elle me visait. Ne fais pas le bouffon, Fitz. C'est mon rôle à moi. Réfléchis. Un homme ne peut servir qu'un maître. Quoi que tu puisses dire, Vérité est ton roi. Je ne te le reproche pas. Me reproches-tu que Subtil soit le mien? Non. Et je ne me moque pas non plus de lui devant toi. Tu ne vas jamais le voir non plus, et pourtant, je t'en ai instamment prié plus d'une fois. J'y suis allé hier, encore, et on m'a éconduit. On m'a dit qu'il n'était pas bien. Si ça t'arrivait devant la porte de Vérité, te laisserais-tu faire si facilement? Je restais déconcerté. Non, sans doute pas. Pourquoi l'abandonnes-tu si aisément? Le fou parlait doucement, comme un homme peiné. Pourquoi Vérité ne s'occupe-t-il pas de son père, au lieu de détourner tous les hommes de Subtil et de les attirer auprès de lui? Personne ne m'a détourné. C'est Subtil qui n'a pas jugé utile de me recevoir. Quant à Vérité, ma foi, je ne peux pas parler à sa place. Mais tout le monde sait que, de ses fils, c'est Royal que Subtil préfère. Tout le monde le sait? Alors tout le monde sait-il aussi quel est le but ultime de Royal? Certains, oui, répondis-je laconiquement. La conversation prenait une tournure dangereuse. Songe-y, l'un comme l'autre, nous servons le roi que nous aimons le plus. Cependant, il en est un autre pour qui nous n'avons aucune affection. Je ne pense pas que nos loyautés respectives soient en conflit, Fitz, du moment que nous sommes d'accord sur celui que nous aimons le moins. Allons, tu peux bien me l'avouer, tu as à peine eu le temps de jeter un coup d'œil à ces parchemins, et ce temps que tu n'as pas su trouver est perdu pour tout le monde. Ce travail ne peut pas attendre ton bon vouloir. J'hésita encore. Le fou s'approcha soudain de moi. Son regard était toujours difficile à soutenir et encore plus à déchiffrer. Mais au pli de ses lèvres, je vis qu'il était aux abois. Faisons un échange. Je te propose un marché dont tu ne trouveras l'égal nulle part. Un secret que je détiens contre la permission de me laisser chercher dans les manuscrits, un secret qui ne s'y cache peut-être même pas. Quel secret? Demandai-je malgré moi. Le mien. Il détourna les yeux et contempla le mur. Le mystère du fou. D'où il est venu et pourquoi? Il me jeta un regard oblique et se tut. Une curiosité vieille de plus d'une dizaine d'années se réveilla en moi. Gratuitement? Non! Il s'agit d'un échange, je te l'ai dit. Je réfléchis, puis. À plus tard. Verrouille la porte en sortant. Et je m'éclipsai. Je croisais des serviteurs dans les couloirs. J'étais épouvantablement en retard. Je me forçai d'abord à trotter, malgré mes courbatures, puis à courir. Je montai l'escalier de la tour 4 à 4, frappai une fois à la porte et entrai. Buriche se retourna vers moi et m'accueillit par une mine renfrognée. Le mobilier spartiate de la pièce avait été poussé contre un mur, sauf le fauteuil de Vérité, resté devant la fenêtre. Le roi servant y était assis. Sa tête pivota vers moi, plus lentement. Son regard distant, comme drogué, le manque de fermeté de sa bouche était douloureux à voir pour qui savait ce que ces signes indiquaient. La fin de l'art le consumait. Une crainte me taraudait. Ce qu'il souhaitait m'enseigner n'allait-il pas accentuer cette fin? Cependant, comment pouvions-nous refuser l'un ou l'autre? J'avais appris une leçon, la veille. Elle n'avait pas été agréable, mais elle était gravée en moi à jamais. Je savais désormais que je ferais tout pour chasser les pirates rouges de mes côtes. Je n'étais pas le roi, je ne serais jamais le roi. Mais les habitants des six duchés étaient mon peuple, tout comme ils étaient celui d'Imbre. Je comprenais pourquoi Vérité se dépensait sans compter. Je vous demande pardon de mon retard. J'ai été retenu. Mais je suis prêt à commencer. Comment te sens-tu? C'était Buriche qui avait posé la question, avec une curiosité non feinte. Il me regardait d'un air toujours sévère, mais aussi avec une certaine perplexité. Ankylosé un peu. La montée des escaliers m'a réchauffé. Et courbattu, à cause d'hier. Mais sinon tout va bien. Une expression amusée passa brièvement sur son visage. Pas de tremblement, fit ce chevalerie? Pas d'obscurcissement de la vision?
Pas d'étourdissement? Je réfléchis un instant. Non. Crénon! Burich émit un grognement de dérision. Visiblement, pour te guérir, il fallait te taper dessus. Je m'en souviendrai la prochaine fois que tu auras besoin d'un guérisseur. Et pendant l'heure suivante, il parut s'acharner à mettre en pratique sa nouvelle théorie thérapeutique. Le fer des haches était émoussé, et il l'avait emmailloté de chiffon pour la première leçon, mais cela n'empêchait pas les bleus. Pour être honnête, j'en attrapais la plupart par pure maladresse personnelle. Burich ne cherchait pas à faire porter ses coups, mais à m'enseigner à utiliser toute l'arme, et pas seulement la lame. Garder le contact avec Vérité ne demandait aucun effort, car il était dans la même pièce que nous. Il conserva le silence, en moi. Ce jour-là, il ne me donna aucun conseil, aucun avertissement, ne fit aucune observation, et se contenta de regarder par mes yeux. Burich m'expliqua que la hache n'était pas une arme sophistiquée, mais que, bien employée, elle s'avérait très satisfaisante. À la fin de la séance, il me fit remarquer qu'il avait pris des gants avec moi, eu égard à mes blessures. Puis Vérité nous donna congé, et nous descendîmes ensemble les escaliers, moins vite que je ne les avais montés. Sois à l'heure demain, me prévint-il, quand nous nous quittâmes à la porte des cuisines. Lui pour retrouver ses écuries, moi pour prendre mon petit déjeuner. Je mangeais comme cela ne m'était pas arrivé depuis des jours, avec un appétit d'ogre, et je m'interrogeais sur l'origine de cette soudaine vitalité. Contrairement à Burich, je n'y voyais pas le résultat des coups que j'avais reçus. Molly, me dis-je, avait rétabli d'une caresse ce qu'une année de repos et d'infusion n'aurait pas guéri. La journée sembla brusquement s'étirer à l'infini devant moi, pleine de minutes interminables qui se transformaient en heures insupportables, avant que la tombée de la nuit et l'obscurité propice nous permettent de nous rejoindre enfin. Résolument, je chassai Molly de mes pensées et décidai d'occuper ma journée. Une dizaine de tâches se présentèrent aussitôt à moi. Rendre visite à Patience, que j'avais négligée. Aider comme promis Kétriken à restaurer son jardin. Donner une explication indispensable à Frère Œil de Nuit. Aller voir le roi subtil. J'essayais de les classer par ordre d'importance, mais Molly revenait toujours en tête de liste. Je la repoussai fermement tout en bas. Subtil d'abord. Je rapportai mon assiette et mes couverts aux cuisines. Il y régnait une activité assourdissante qui me laissa un moment perplexe. Puis je me rappelai que nous étions le premier jour de la fête de l'hiver. Mijotte, la vieille cuisinière, leva les yeux de la pâte à pain qu'elle pétrissait et me fit signe d'approcher. J'allais me placer à côté d'elle comme je l'avais si souvent fait enfant, et j'admirais la dextérité avec laquelle elle formait les rouleaux de pâte avant de les mettre à lever. Elle avait de la farine jusqu'aux fossettes de ses coudes et aussi sur une joue. Le remue-ménage et le vacarme des cuisines créaient autour de nous une étrange bulle d'intimité. Comme Mijotte parlait doucement, je dus tendre l'oreille. Je voulais seulement te dire, marmonna-t-elle en repliant sur elle-même une nouvelle plaque de pâte, que je sais quand un potin ne tient pas debout, et que je ne me gêne pas pour le crier haut et fort lorsqu'on essaye d'en raconter un dans mes cuisines. Que les piborgnes jacassent tant qu'elles veulent dans la cour des lavandières, ou qu'elles blagassent tous leurs saouls en filant, mais je n'acceptais pas qu'on dise du mal de toi dans mes cuisines. Elle me jeta un bref regard de ses vifs yeux noirs. Mon cœur était glacé d'angoisse. Des potins? Sur Molly et moi? Souvent de fois tu as mangé ici, et tu m'as tenu compagnie pour remuer dans la marmite pendant qu'on bavardait ensemble quand tu étais petit. Je te connais peut-être mieux que beaucoup. Et ceux qui disent que tu te bats comme une bête parce que tu es plus qu'à moitié animal racontent des menteries et des méchancetés. Les cadavres des forgisés étaient salement déchiquetés, mais j'ai vu des hommes pris de rage faire bien pis. Quand la fille de Sal Limande s'est fait violer, elle a découpé cette charogne avec son couteau à poisson, tchac tchac tchac, en plein milieu de marché, comme s'il préparait des amorces pour ses lignes. Ce que tu as fait n'était pas plus horrible. Un instant, je fus pris d'une terreur vertigineuse, plus qu'à moitié animale. Il n'y avait pas si longtemps, pas très loin d'ici, on brûlait ceux qui possédaient le vif. Merci, dis-je, en m'efforçant de maîtriser ma voix. Par respect pour la vérité, j'ajoutai. Ce n'est pas moi qui ai tout fait. Ils se battaient entre eux pour leur proie quand je suis arrivé. La petite Agina. Tu peux parler franchement avec moi, Fitz. J'ai des enfants, moi aussi, qui sont grands maintenant. Mais si on me les attaquait, ma foi, je serais heureuse qu'il y ait quelqu'un comme toi pour les défendre, et peu importe comment. Ou pour les venger, si tu ne pouvais pas faire mieux.
Je n'ai pas pu faire mieux, mijote. Malheureusement. Le frisson d'horreur qui me parcourut n'était pas fin. Je revoyais le sang ruisseler sur un petit point potelé. Je clignai les yeux, mais l'image persista. Il faut que je m'en aille. Je dois me présenter au roi aujourd'hui. Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, emporte ça, tu veux? De sa démarche pesante, elle se dirigea vers un buffet d'où elle tira un plateau. Le linge qui le couvrait dissimulait de petits friands fourrés de fromage fondu et de groseilles. Elle y ajouta une théière fumante et une tasse propre, puis arrangea joliment les friands. Et veille à ce qu'il les mange, Fitz. Ce sont ses préférés, et s'il en goûte un, je sais qu'il finira le plateau. Ce lui ferait du bien. À moi aussi. Je sursautais comme si on m'avait piqué avec une aiguille. J'essayais de dissimuler ma réaction sous une quinte de toux en feignant d'avoir avalé de travers, mais cela n'empêcha pas Mijotte de me regarder d'un drôle d'air. Je toussai à nouveau, puis hochai la tête. Il va les adorer, je suis sûr, dis-je d'une voix étranglée, avant de m'en aller en direction de la porte. Le plateau entre les mains. Plusieurs paires d'yeux me suivirent. Je fis semblant d'ignorer pourquoi, en me plaquant un sourire avenant sur les lèvres. Je ne m'étais pas rendu compte que vous étiez encore avec moi, dis-je à vérité. Une parcelle de mon esprit passait en revue toutes mes pensées depuis que j'avais quitté la Satour, et rendait grâce à Eda de ne pas m'être mis d'abord à la recherche de deuil de nuit. Dans le même temps, je m'efforçais de chasser ces pensées, peut-être perceptibles au prince. Je sais. Je ne voulais pas t'espionner, seulement te montrer que, quand tu ne te concentres pas si fort, tu y arrives très bien. Je m'efforçais de toucher consciemment de son art. C'est parce que vous vous accrochez, dis-je en montant l'escalier. Tu es irrité contre moi, je te demande pardon. Dorénavant, je m'assurerai que tu me sais présent quand je suis avec toi. Veux-tu que je te laisse pour la journée? Ma propre grogne m'avait laissé embarrassé. Non, pas encore. Restez avec moi encore un peu pendant que je vais voir le roi. Voyons jusqu'où nous pouvons tenir. Je perçus son acquiescement. M'arrêtant devant la porte de Subtil, je pris le plateau d'une main, pour de l'autre, me plisser les cheveux et rajuster mon pourpoint. Mes cheveux me posaient un problème ces derniers temps. Jonqui me les avait coupés courts durant un de mes accès de fièvre dans les montagnes, et maintenant qu'il repoussait, je ne savais pas si je devais les attacher en queue comme Buriche et les gardes, ou les conserver sur les épaules, comme si j'étais encore page. En tout cas, j'étais beaucoup trop vieux pour porter la demi-natte des enfants. Tire-la en arrière, mon garçon. À mon avis, tu as mérité le droit de les porter à la guerrière, comme n'importe quel garde. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas commencer à jouer les maniérés et à te faire des bouclettes huilées comme royal. J'effaçai toute trace de sourire de mon visage avant de frapper à la porte. Rien ne se passa. Je frappai à nouveau, plus fort. Annonce-toi et ouvre, suggéra Vérité. C'est fils chevalerie, sire. Je vous apporte quelque chose de la part de Mijotte. Je voulus pousser le battant. Il était fermé de l'intérieur. C'est curieux. Ça n'a jamais été l'habitude de mon père, de verrouiller sa porte. D'y placer un garde, oui, mais pas d'y mettre le loquet, de ne pas répondre quand on frappe. Tu peux forcer le loquet? Sans doute, mais laissez-moi d'abord essayer de frapper encore une fois. Et c'est tout juste si je ne martelais pas la porte à coups de poing. Un instant fit une voix étouffée de l'autre côté. Mais il fallut bien davantage à son propriétaire pour défaire plusieurs verrous et entrebâiller la porte. Murfès coula un regard méfiant vers moi, tel un rat à l'affût sous un mur fissuré. Que voulez-vous? me demanda-t-il d'un ton rogue. Une audience avec le roi. Il dort. Du moins, il dormait avant votre vacarme. Allez-vous-en. Une seconde. De la pote? Je bloquai la porte qui se refermait. De ma main libre, je retournai le col de mon pourpoint pour exhiber l'épingle surmontée de sa pierre rouge qui me quittait rarement. Lui me coinçait le pied. Je le repoussai de l'épaule autant que je le pus sans renverser le plateau. Cet objet m'a été donné par le roi Subtil il y a plusieurs années, avec la promesse que, chaque fois que je le montrerai, je pourrai entrer chez lui. Même s'il dort? Fit-il d'un ton insidieux. Il n'y a pas mis de restriction. Osez-vous en mettre? Je le foudroyai du regard par l'entrebâillement. Il réfléchit un instant, puis s'écarta. Dans ce cas, je vous en prie, entrez donc. Entrez voir votre roi endormi, qui tente de trouver un repos indispensable de son triste état. Mais si vous le dérangez,
Je vous avertis, en tant que son guérisseur, que je lui demanderai de vous reprendre cette épingle, et que je veillerai à ce que vous ne l'ennuyez plus. Demandez-le lui tant qu'il vous plaira, et si mon roi le désire, je ne discuterai pas. Il s'écarta de mon chemin avec une courbette exagérée. Je mourais d'envie d'effacer son sourire sarcastique à coups de poing, mais je feignis de ne rien voir. Merveilleux, reprit-il comme je passais devant lui. Défrayant pour lui détraquer la digestion, le fatiguer davantage. Vous êtes plein de prévenance, dites-moi. Je maîtrisais ma colère. Subtil n'était pas dans son salon. Dans sa chambre alors. Vous comptez vraiment le harceler jusque dans son lit? Après tout, pourquoi pas? Vous n'avez fait preuve d'aucune manière. Il n'y a aucune raison d'espérer un soudain accès de délicatesse de votre part. Le ton de Murphès dégoulinait de condescendance. Je continuais de maîtriser ma colère. N'accepte pas qu'il te parle sur ce ton. Fais-lui face et oblige-le à baisser les yeux. Ce n'était pas un conseil, mais un ordre de mon prince. Je posai le plateau sur une petite table, pris une inspiration et me tournai vers Murphès. Serait-ce que je ne vous plais pas? Demandai-je sans embâge. Il fit un pas en arrière, mais s'efforça de conserver son sourire moqueur. Si vous ne me plaisez pas, pourquoi devrais-je me soucier, moi, un guérisseur, qu'on vienne déranger un malade alors qu'il parvient enfin à se reposer? Cette pièce pue la fumée. Pourquoi? La fumée? Une plante dont on se sert dans les montagnes, rarement en médecine, sauf pour des douleurs que rien d'autre ne calme. En général, on la fait brûler, et on en inhale la fumée pour le plaisir. Comme nous mangeons de la graine de calice à la fête du printemps. Votre frère a un penchant pour cette plante. Sa mère avait le même. S'il s'agissait bien du même produit, elle appelait ça de l'allègre feuille. C'est de la même famille, mais celle des montagnes est une plante plus grande, avec des feuilles plus épaisses, et qui donne une fumée plus dense. Mon échange avec Vérité n'avait pas duré le temps d'un battement de cils. On peut artiser des informations à la vitesse de la pensée, et Murphès en était encore à pincer les lèvres avant de répondre à ma question. Vous prétendez-vous guérisseur? Non, mais je possède une connaissance empirique des simples qui me donne à penser que la fumée n'est pas recommandée dans la chambre d'un malade. Murphès prit un moment pour formuler sa réponse. Ma foi, les plaisirs d'un roi ne regardent pas son guérisseur. Peut-être me regarde-t-il alors, répartis-je, et je me détournai de lui. Je repris le plateau et poussai la porte qui donnait sur la pénombre de la chambre royale. L'odeur de fumée y était suffocante. Le feu qui brûlait trop fort dans la cheminée rendait la pièce étouffante. L'air était immobile et vicié, comme si on n'avait pas ouvert les fenêtres depuis des semaines, et j'avais une impression de poids dans les poumons. La respiration ronflante, le roi disparaissait sous un amoncellement d'édredons. Je cherchais du regard où déposer mon plateau de friands. Sa table de chevet était encombrée d'un brûloir à fumée, froid et couvert d'une épaisse couche de cendres, à côté duquel trônait une coupe de vin, rouge, tiède, et un bol rempli d'un gruau grisâtre d'aspect malsain. Je plaçai les 3 objets par terre et nettoyai la table avec ma manche avant d'y déposer le plateau. Quand je m'approchai du lit, je perçus une odeur rance, fétide, qui ne fit que se renforcer lorsque je me penchai sur le roi. Ça ne peut pas être subtil. Vérité partageait mon désarroi. Il ne me convoque guère ces derniers temps, et je suis trop occupé pour lui rendre visite, s'il ne me l'ordonne pas. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un soir dans son salon. Il se plaignait de migraine, mais ceci... La pensée mourut inachevée entre nous. Je levai les yeux et vis Murphès qui nous observait par la porte entrebâillée. Il avait une expression dont je ne sais si elle était de satisfaction ou de suffisance, mais qui déclencha ma fureur. En 2 enjambées, je fus à la porte et je la claquai. J'eus le plaisir de l'entendre glapir en retirant ses doigts que je venais de coincer. Je rabattis une vieille barre de bois qui n'avait pas dû servir depuis ma naissance. Je m'approchai des hautes fenêtres, tirai violemment les tapisseries qui les dissimulaient et ouvris tout grand les volets. La claire lumière du soleil et un courant d'air pur et froid se déversèrent dans la pièce. Fitz, tu es imprudent. Sans répondre, je fis le tour de la chambre et vidai les uns après les autres les brûloirs pleins d'herbe et de cendres par la fenêtre. Puis les nettoyai de la main pour débarrasser entièrement la pièce de leur pestilence. Je récupérai ainsi une demi-douzaine de coupes, collantes de vin tourné, et quantité de bols et d'assiettes,
certaines encore pleines de nourriture, d'autres à demi vidées de leur contenu. J'entassai le tout près de la porte, à laquelle Murfès tambourinait en s'époumonant. « Chut !» lui dis-je d'un ton mielleux. « Vous allez réveiller le roi. » Faites venir un page avec des brocs d'eau chaude et dites à maîtresse pressée qu'il faut des draps propres pour le lit du roi, demandai-je à vérité. De tels ordres ne peuvent venir de moi. Silence. Ne perds pas ton temps à vaine colère. Réfléchis, et tu comprendras pourquoi il doit en être ainsi. Je comprenais, mais je savais aussi que je ne pouvais pas davantage laisser Subtil dans cette chambre, enfumée et nauséabonde, que je ne pouvais l'abandonner au fond d'un cachot. Je trouvai un broc, à moitié plein, d'une croupie, mais à peu près pure, et je le mis à chauffer près du feu. Je débarrassai la table de nuit des cendres, qui la mouchetaient, et y disposai les friands et le thé. Puis je fouillai effrontement dans le coffre du roi, d'où je tirai une chemise de nuit propre et des herbes de toilette. Vestige, sans doute, du temps de Schaeffer. Je n'aurais jamais cru regretter tant un valet. Murfès cessa de taper à la porte et j'en fus soulagé. Je m'emparai du broc dont j'avais parfumé l'eau avec les herbes, me munis d'un linge de toilette et posai le tout au chevet du roi. Roi Subtil, dis-je doucement. Il s'agita légèrement. Il avait le bord des paupières rouges et les cils collés. Quand il ouvrit ses yeux injectés de sang, la lumière les fit cligner. Mon garçon? Il promena un regard vague sur la pièce. Où est Murfès? Il s'est absenté un moment. Je vous ai apporté de l'eau tiède et des friands tout frais des cuisines. Et du thé bien chaud. Je ne sais pas. La fenêtre est ouverte. Pourquoi la fenêtre est-elle ouverte? Murfès m'a bien mis en garde contre les refroidissements. Je l'ai ouverte pour aérer la chambre, mais je peux la refermer si vous le désirez. Je sens l'odeur de la mer. Il fait beau, n'est-ce pas? Écoute les mouettes qui crient pour annoncer la tempête. Non, non, non. Ferme la fenêtre, mon garçon. Je n'ose pas m'exposer, malade comme je suis. Lentement, j'allais clore les volets de bois. Y a-t-il longtemps que votre majesté est malade? On n'en parle guère dans le château. Bien longtemps, oui. Ah, j'ai l'impression que c'est depuis toujours. Je ne suis pas vraiment malade, mais je ne suis jamais bien. Je me sens patraque, puis je vais mieux, mais dès que j'essaye de m'activer, cela me reprend, et pire qu'avant. Je suis fatigué d'être mal portant, mon garçon. Je suis fatigué d'être fatigué. Tenez, sire, ceci va vous ravigoter. J'humectai le linge et le lui passai délicatement sur le visage. Cela le réveilla suffisamment pour qu'il me fasse signe de m'écarter, se lave seul les mains, puis le visage plus vigoureusement que je ne l'avais fait. Je fus épouvanté de la teinte jaune que prit l'eau après qu'il y eut rincé le linge. Je vous ai trouvé une chemise de nuit propre. Voulez-vous que je vous aide à l'enfiler? Ou préférez-vous que j'envoie un page chercher un baquet et de l'eau chaude? J'apporterai des draps frais pour votre lit pendant que vous vous baignerez. Ah, je n'en ai pas la force, mon garçon. Où est ce coquin de Murfès? Il sait que, seul, je n'arrive à rien. Quelle mouche l'a donc piqué de me laisser ainsi? Un bon bain chaud pourrait vous aider à vous reposer, fis-je d'un ton enjôleur. De près, le vieillard sentait mauvais. Subtil avait toujours été d'une propreté méticuleuse. Plus que tout, je crois que c'est sa saleté qui me pénétrait de douleur. Mais en se baignant, on risque le rhume. C'est ce que me répète Murfès. Une peau humide, un courant d'air, et hop, plus de roi. Du moins, c'est ce qu'il dit. Subtil était-il vraiment devenu ce vieil homme timoré? J'avais du mal à en croire mes oreilles. Alors, peut-être une tasse de thé bien chaud et un friand. Mijotte m'a confié que c'était vos préférés. Je versai le thé fumant dans une tasse, et je vis le roi humer l'air avec intérêt. Il but 2 tasses de thé, puis se redressa contre ses oreillers pour examiner les friands soigneusement arrangés sur le plateau. Il me pria de l'accompagner, et j'en mangeai un en même temps que lui, en léchant l'onctueuse garniture qui me coulait sur les doigts. Je comprenais pourquoi c'était ses préférés. Il avait entamé son 2e lorsque 3 coups ébranlèrent la porte. « Ôte la barre, bâtard! Ou les hommes qui m'accompagnent défoncent la porte! Et s'il est arrivé malheur à mon père, tu mourras sur le champ! » Royal semblait fort en colère contre moi.
Qu'y a-t-il, mon garçon? La porte est barrée? Mais que se passe-t-il donc? Royal! Que se passe-t-il? J'eus le cœur fendu d'entendre le roi parler de cette voix plaintive et cassée. Je traversai la pièce et enlevai la barre. La porte s'ouvrit brutalement avant que je touche la poignée, et 2 des gardes les plus musclés de Royal me saisirent. Ils portaient sa livrée en satin, comme des bulldogs, un nœud rose au cou. Je ne résistais pas, ce qui ne les empêchait pas de me plaquer violemment contre le mur. Et toutes mes douleurs de la veille se réveillèrent soudain. Ils me maintinrent tandis que Murphy se précipitait dans la chambre, en se désolant du froid qui y régnait. Et qu'est-ce que c'était que ça? D'effrayant. C'était un véritable poison pour un patient dans l'état du roi. Pendant ce temps, Royal restait campé au milieu de la pièce, les poings sur les hanches, l'image même de l'homme maître de la situation. Et il me regardait, les yeux étrécis. Tu as été téméraire, mon garçon. Je crains fort que nous n'ayons poussé le bouchon un peu loin. Eh bien, bâtard! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Quelles étaient tes intentions? Demanda Royal quand la litanie de Murphy prit fin. Le prétendu guérisseur ajouta une bûche dans le feu, alors que l'atmosphère était déjà surchauffée, et il retira le friand à demi consommé de la main de Subtil. Je suis venu me présenter au roi, et comme j'ai constaté qu'on s'occupait mal de lui, j'ai cherché à y remédier. Je transpirais davantage à cause de la douleur que de l'inquiétude, et le sourire que cela inspirait à Royal me mettait hors de moi. On s'occupe mal de lui? Que veux-tu dire? Je m'armai de courage. Rien que la vérité. Sa chambre était en désordre et sentait le renfermer. Des assiettes sales traînaient partout. Sa literie n'avait pas été changée. As-tu l'audace de soutenir de telles informations? Siffla Royal. Oui, je dis la vérité à mon roi, comme je l'ai toujours fait. Qu'il regarde autour de lui et qu'il voit si ce n'est pas vrai. Notre confrontation avait réveillé en Subtil une ombre de son ancienne personnalité. Il se redressa dans son lit et jeta un coup d'œil à la pièce. Le fou aussi m'a présenté les mêmes plaintes. Avec sa causticité habituelle, Murphy eut le front de l'interrompre. Monseigneur, l'état de votre santé est vacillant. Parfois un repos absolu est plus important qu'un changement de literie qui vous oblige à vous lever. Et une assiette ou deux empilée dans un coin valent mieux que le bruit et l'agitation d'un page qui fait le ménage. Le roi parut brusquement indécis, et mon cœur se serra. C'était cela que le fou voulait que je voie. Pour cela qu'il me pressait de rendre visite au roi. Pourquoi ne s'était-il pas exprimé plus clairement? Il est vrai qu'il ne s'exprimait jamais clairement. La honte m'envahit. C'était mon roi que j'avais devant moi, le roi à qui j'avais juré allégeance. J'aimais vérité, et ma loyauté pour lui était inébranlable. Mais j'avais abandonné mon roi, au moment où je lui étais indispensable, et ce, alors qu'Imbre était en voyage pour une durée indéterminée. Seul restait le fou pour le protéger. Mais depuis quand le roi Subtil avait-il besoin qu'on le défende? Il avait toujours su se garder lui-même. Je me reprochais de n'avoir pas davantage insisté, quand j'avais parlé à Imbre à mon retour des montagnes, sur les modifications que j'avais observées chez le roi. J'aurais dû mieux surveiller mon souverain. Comment est-il rentré? Demanda soudain Royal en me lançant un regard féroce. Mon prince, il a prétendu posséder un gage que lui aurait remis le roi lui-même. Le roi lui aurait promis de toujours le recevoir sur la simple présentation de cette épingle. Foutaise! Et vous avez cru ces âneries? Prince Royal, c'est vrai, et vous le savez bien. Vous étiez là le jour où le roi Subtil me l'a donné. Je m'exprimais clairement, sans hausser le ton. En moi, vérité se taisait, il observait. Et il en apprenait beaucoup. À mes dépens, songeais-je amèrement, avant d'essayer d'effacer cette pensée. D'un geste lent, sans brusquerie, je me dégageai de la poigne d'un des bulldogs, retournai le col de mon pourpoint et en tirai l'épingle. Je l'attendis pour bien la montrer. Je n'ai aucun souvenir de cette scène, fit Royal d'un ton cassant. Mais Subtil se redressa. Approche, mon garçon, ordonna-t-il. D'un mouvement d'épaule, j'obligeai les gardes à me lâcher. Après quoi, je rajustai mes vêtements, puis j'apportai l'épingle au roi. Il tendit la main et me prit l'objet. Mon cœur défaillit. Royal eut un air agacé. Père, dit-il, tout ceci est. Subtil le coupa. Royal, tu étais là. Tu t'en souviens? Du moins, tu le devrais.
Les yeux du roi étaient brillants et vifs comme autrefois, mais tout aussi visibles étaient les rides de souffrance qui les cernaient et qui tiraient les coins de sa bouche. Il luttait pour conserver sa lucidité. Il leva l'épingle et posa sur Royal l'ombre de son regard, calculateur de naguère. J'ai donné cette épingle au petit, et ma parole en même temps, en échange de la sienne. Dans ce cas, je suggère que vous les repreniez tous les deux, l'épingle et votre parole. Vous ne vous remettrez jamais si ces intrusions continuent. À nouveau, ce ton autoritaire. J'attendis la suite, sans mot dire. Le roi se passa une main tremblante sur les yeux et le visage. Je les ai donnés, fit-il, et, si les mots étaient fermes, l'énergie fuyait la voix. Une fois qu'il a donné sa parole, un homme ne peut la reprendre. Ai-je raison, fils de chevalerie? Penses-tu, comme moi, qu'une fois sa parole donnée, un homme ne peut la reprendre? J'ai reconnu la vieille question qu'il me posait invariablement lors de nos entrevues. Comme toujours, mon roi, je pense comme vous. Une fois qu'un homme a donné sa parole, il ne peut la reprendre. Il doit se plier à ce qu'il a promis. Alors c'est bien, c'est réglé, tout est réglé. Il me tendit l'épingle. Je la pris avec un soulagement si grand que j'en eus presque le vertige. Il se rallongea sur ses oreillers, et le vertige me saisit à nouveau. Je connaissais ces oreillers, ce lit. Je m'y étais trouvé étendu, et j'avais assisté, en compagnie du fou, au sac de Vasbay. Je m'étais brûlé les doigts dans la cheminée. Le roi poussa un profond soupir. On y sentait de l'épuisement. Il allait s'endormir d'une seconde à l'autre. Interdisez-lui de venir vous déranger, sauf convocation de votre part, dit Royal d'un ton de commandement. Le roi subtil rouvrit les yeux avec peine. Fitz, viens ici, mon garçon. Tel un chien, j'obéis et m'agenouillai à son chevet. Il leva une main émaciée et me tapota maladroitement la tête. Toi et moi, mon garçon, nous avons passé un accord, n'est-ce pas? C'était une vraie question. Je hochai la tête. Tu es un bon petit, c'est bien. J'ai tenu ma parole. Maintenant, veille à tenir la tienne. Mais il jeta un coup d'œil à Royal, et cela me fit mal. Il vaudrait mieux que tu viennes me voir l'après-midi. Je suis plus solide l'après-midi. Il s'éloigna à nouveau. Voulez-vous que je revienne cet après-midi, sire? Demandai-je promptement. Il agita la main en un vague geste de refus. Demain. Ou après-demain. Ses yeux se fermèrent, et il poussa un si long soupir qu'on l'eût cru le dernier. Comme il vous plaira, monseigneur, dis-je, et je m'inclinai profondément, avec solennité. En me redressant, je repiquai soigneusement l'épingle à mon col, en prenant mon temps, pour que tous vissent ce que je faisais. Puis, si vous voulez bien m'excuser, mon prince, fis-je d'un ton formaliste. Fiche le camp, gronda Royal. Moins cérémonieusement, je m'inclinai devant lui, et sortis, suivi par les regards de ses gardes. J'étais déjà dans le couloir quand je m'aperçus que je n'avais pas parlé de mon mariage avec Molly. Et il paraissait peu probable, désormais, que je n'en ai l'occasion avant quelque temps. L'après-midi, il y aurait toujours Royal, Urfès, ou un espion de cette clique au chevet de subtil. Je ne souhaitais aborder le sujet qu'en présence du roi seul. Fitz, j'aimerais rester seul un moment, mon prince, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Il disparut de mon esprit comme une bulle de savon qui éclate. Lentement, je descendis les escaliers.